Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons l'immense joie de recevoir Christian Moguerou. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors aujourd'hui sort votre roman, Un été français aux éditions Éric Bonnier. Alors avant que je dise, Frédéric est en retard, donc on ne sait pas si elle va arriver ou pas. Donc moi, Sacré Frédéric. on va commencer la rencontre. On est heureux de vous retrouver parce que pour ceux qui vous connaissent déjà, vous aviez animé deux rencontres, Oui. une au tout début et une il y a l'année dernière, je crois. Mais maintenant, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Alors comment ça va en ce jour de sortie? Déjà, je vais montrer votre roman à l'écran. Voilà, comme ça on va le voir. Un été français aux éditions Éric Bonnier. Alors, comment on se sent le jour de la sortie de Bah, son livre? on se sent pas mal à défaut d'avoir vraiment l'été français dans le ciel, parce qu'il fait en gros 16 degrés et il tombe des hallebardes depuis ce matin. Ouais. Donc le livre n'a pas ramené le soleil pour l'instant, même si la couverture est jaune vif, mais on ne désespère pas. Bah, on se sent bien, c'est toujours la même sensation, hein. C'est le 8e livre et c'est comme si c'était le premier. Alors celui-là, peut-être avec un engouement un peu différent parce que j'ai l'impression d'y avoir mis un peu plus de choses que d'habitude. Je me suis accroché à cette histoire et à ce projet depuis à peu près un an. Et les dernières semaines ont été denses, mais oui, oui, non, c'est un moment fantastique. Est-ce que vous pouvez nous le pitcher en une minute? Alors, l'idée, c'est que je suis parti évidemment par des formations professionnelles de journaliste d'un titre que j'avais en tête depuis très longtemps, que j'ai proposé à mon éditeur il y a plus d'un an et demi. Et l'idée, c'est que je voulais approcher au plus près l'été, le fouiller, le regarder en face, le varapper, le mettre vraiment en face de mes yeux et de mes mots, et en faisant un vrai sujet, avec l'idée peut-être qu'il pouvait devenir un vrai personnage, c'est-à-dire jusqu'à nous envahir un tout petit peu, avec un narrateur principal qui s'enferme dans une maison, dans son refuge du Sud-Ouest, sur une plage, dans un joli village du Cap Ferret que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Jaquets, avec l'idée qu'il faut finir ce livre avant la fin de l'été. Donc, il y a ce petit suspense qui court en disant va-t-il y arriver, parce qu'évidemment, tout est fait pour le distraire un tout petit peu. Et trois autres personnages très différents. Gabriel, qui n'a pas vraiment connu de jeunesse, qui a perdu ses parents dans un tragique accident de voiture, et donc qui n'a pas vraiment connu les vacances et l'été, donc qui ne sait pas ce que c'est, qui n'est jamais vraiment sorti de la rue Monge. Donc le narrateur tente de le faire venir le rejoindre le plus possible. Louise, qui est libraire à Paris, moi je libraire, qui est un peu mon église. Donc voilà, ça fait toujours partie de mon périmètre de sécurité et ma direction et mon horizon. Qui, elle, décide pour la première fois de confier sa librairie à une amie et de partir en pleine saison vivre un véritable été français pour voir ce que c'est, alors qu'elle déteste ça. Et un troisième personnage qui est un cousin italien que le narrateur, enfin, que j'ai inventé pour le narrateur, et qui vit à Naples, mais qui est journaliste et donc, qui a beaucoup voyagé et qui a toute l'enfance commune avec le narrateur. Et il se trouve que le narrateur va, au fur et à mesure du livre, faire parvenir à ces trois personnages ce qu'il écrit, avec le secret espoir qu'à la fin de l'été, s'il accepte l'invitation qu'il a lancée aux trois, vont pouvoir le rejoindre pour discuter finalement du final de ce livre, qu'il contribue finalement à écrire, à coécrire avec lui. Est-ce que vous avez écrit ce roman pendant l'été ou pas du tout? Parce que Alors, écrire l'été, c'est une souffrance, non, j'imagine. Avec tout ce que vous venez d'énumérer, là, la bon, tentation, la chaleur et tout ça. alors, je pense que quand on écrit un roman, de toute façon, on transpire même en hiver, Oui, pas faux. mais oui. Mais j'ai pris beaucoup de notes, j'ai beaucoup observé, comme je l'ai fait. Alors, moi, en plus, je suis né en plein été, donc le narrateur s'appelle Christian. Ce n'est pas que moi, mais forcément une petite partie de moi aussi. Et je suis surtout parti du constat que finalement, cette saison est un peu une obsession française, alors parce que ça aurait pu être juste un été. Donc Mhm. pourquoi un été français? Ouais. Parce que je trouve qu'il est quand même très caractéristique de notre pays. D'ailleurs, on ne dit pas les vacances d'été, on dit les grandes vacances, comme s'il y avait une espèce de piédestal ou de tremplin ou de promontoire, quelque chose de supérieur qui autorisait peut-être un traitement particulier. Et il y a des rituels millénaires quasiment, enfin, les embouteillages, l'apéro, le stress, parce que le Français aujourd'hui ne veut pas rater ses vacances. Et ce que je voulais aussi, c'est finalement en rappelant, et quand les autres personnages racontent leur propre été qu'ils vivent au moment du roman, dans le temps réel du roman, mais aussi lorsqu'ils évoquent leur été passé,
c'était un peu d'essayer de comprendre ce qui avait changé. On était passé un peu du camping sauvage à la plage très organisée. L'été est devenu assez consumériste, on ne rate pas ses vacances. Donc il y a même l'idée de la performance qui est rentrée dans ces 2 ou 3 semaines ou un peu plus pour les plus chanceux. On sent qu'il y a 10 mois qui sont dédiés à ce moment, donc il faut surtout ne rien rater. Or, l'été n'est jamais comme on le prévoit, ni pour la météo, ni pour les gens qu'on va rencontrer, ni pour les histoires d'amour, ni pour son couple, ni pour… Voilà. L'été français est caractéristique et particulier, d'ailleurs à telle enseigne que finalement, beaucoup d'étrangers le visitent, le vivent, l'expérimentent, et je pense que ce n'est pas anodin. Moi, quand j'ai commencé la lecture, je ne savais pas du tout ce que j'allais lire. Alors, j'avais bien noté le titre. Je me dis, bon, on va être sur une plage, vu la couverture. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même à l'intérieur de ce livre, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un décalage entre, c'est pas du tout méchant ce que je suis en train de dire, entre la couverture et l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a quand même une qualité littéraire, je tiens à le souligner, qui est quand même exceptionnelle. Parce que même si on parle d'été, de légèreté, dans le fond et dans ce que vous écrivez, il y a quand même la littérature qui est très présente. Alors, vous l'avez écrit, je crois que c'est vers la fin. Est-ce un livre sur moi, l'été, ou la littérature? Bon, moi j'ai la réponse. Est-ce que vous l'avez la réponse aussi? Je crois que c'est un peu un roman sur moi, c'est beaucoup un roman sur l'été, et c'est certainement un roman dédié à l'imprimé, au livre, à la littérature et à tous les auteurs qui m'ont donné la joie, enfin, oui, la joie au quotidien, été ou pas été d'ailleurs. Et oui, la littérature est omniprésente dans ce livre, parce que je suis entouré, cerné par les livres. Enfin, c'est quasiment une addiction. Je ne peux pas vivre sans rentrer dans une librairie, ou quand je rentre dans une librairie, je sais que je vais en sortir beaucoup plus tard que ce que je ne l'avais imaginé, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous alerte, que vous venez avec une liste ou pas une liste, et puis finalement vous emportez autre chose. Et puis le bon libraire vient toujours, il vous connaît, donc il vous dit, tiens, tu devrais peut-être aller ça, puis on ne l'avait pas prévu, on ne l'avait pas vu, ni même imaginé. Et donc on est emporté et on sort avec un fardeau qui s'avère un bonheur en fait. Donc oui, et je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de littérature par ailleurs. Il n'y a pas que la littérature, il y a aussi le rapport à l'écriture. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est en filigrane. Parce qu'évidemment, Oui, il y a parce une qu'on il y a voit, une on voit ce correspondance. narrateur, on vit avec lui, parce qu'il le raconte, il le Ouais. confie sans cesse, sa difficulté, ses feuillets éparpillés, alerté par la vision qu'il a de la plage juste devant lui, dans un joli endroit, mais qui reste assez sauvage. C'est ce que je dis à un moment donné, le village s'appelle Les Jacquets, et ça a l'avantage de ne pas être une vraie station balnéaire. C'est-à-dire où finalement l'ensemble des professionnels et l'ensemble du lieu semblent dédiés aux loisirs de ceux qui viennent y passer un temps. Là, on voit des gens travailler, on voit l'ostréiculteur, donc l'agriculteur de la mer. Euh, euh, on voit des enfants du cru qui ne sont pas partis de cet endroit parce qu'ils se disent finalement, est-ce que je vais trouver mieux ailleurs? Donc, qui y vivent aussi, qui côtoient ce qu'on appelle les estivants, les touristes, on a les vacanciers. Enfin, dans chaque région, on a à chaque fois un regard un peu sociologique sur l'affaire. Et donc, on n'est pas effectivement dans une ambiance, on n'est pas à Saint-Tropez, on n'est pas dans un lieu professionnalisé, professionnel de l'été. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il va se passer pas mal de choses, parce que les gens continuent à vivre. Et pas simplement à prendre un bain de mer ou absorber les jolis rayons de soleil sur la peau. Alors, ce qui est fort, c'est que vous racontez des choses qu'on connaît. Par exemple, une grande question, je ne sais pas si vous avez trouvé finalement la réponse. Qu'est-ce qui fait que l'été, tout le monde est à vélo? Ça m'a fait beaucoup rire parce que il y a quand même, dans ce livre, il y a quand même des phrases. Il y a notamment l'apéro, où c'est le mot le plus dit des vacances. Moi, Parce que, j'habite dans le sud-ouest depuis 2 ans. Je peux vous dire que je n'ai pas encore compris le momentum de l'apéro du sud-ouest. C'est-à-dire que quand les gens vous disent je te conviens, tu passes pour l'apéro, on ne sait pas de quelle heure il s'agit parce que l'apéro dure toute la journée. Donc, et puis en plus, le soir, ça continue. L'été a l'avantage de ne pas offrir d'horaire de cadre définitif. Donc, la nuit est vraiment la pure poursuite du jour. Et le vélo, bah oui, on hurlait contre les voitures dans toutes les villes où on a pu tous habiter. Et finalement, aujourd'hui, on hurle contre les vélos parce qu'ils reproduisent exactement la même attitude. Et il suffit de se promener à l'île de Ré, ou pas très loin de La Rochelle, où d'ailleurs je suis né, donc je connais bien l'endroit, pour s'apercevoir que c'est le périph' de l'été aujourd'hui.
le vélo est devenu une obsession. Et à un moment donné, il y a un chapitre, effectivement, où je dois louer un vélo parce qu'on me convie, le narrateur est convié à une balade. Et c'est tout un tracas pour lui, c'est une vraie question. Et à travers ça, quand même, on a l'impression, comme je disais, on feuillette un album d'aquarelle parce que c'est très visuel. Tout ce qui est écrit, on le visualise très bien. Et vous arrivez à nous mettre dans notre... On arrive à s'approprier ce que Christian, Gabriel et Louise, peu moins Luigi, ou quoique aussi un petit peu, sont en train de se raconter. Et ça, je trouve ça très fort parce que finalement, il y a une réflexion qui se fait. Et finalement, est-ce que l'été, c'est pas l'enfance qui rejaillit quelque part? Oui, c'est très important comme question parce que je pense qu'on a tous une nostalgie des vacances de notre jeunesse. Qu'on ait 30, 40, 50 ans. Pourquoi? Parce que je pense que, alors, c'est pas avant, c'était mieux, hein, qui pourrait être une espèce d'ancienne, un succès d'année des mythologies de Barthes. Je me souviens d'un chapitre qui s'appelait L'écrivain en vacances. On imaginait un écrivain prendre des vacances. Donc, on voulait le voir. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il écrivait? Est-ce qu'il prenait l'apéro comme les autres? Là, le focus que je voulais faire, c'était de s'interroger sur pourquoi on a des souvenirs aussi précis des vacances d'antan, des vacances de notre jeunesse, parce que je pense qu'il y avait une forme de liberté, d'attitude un peu sauvage. Moi, je me souviens des vacances en famille, où on arrivait à la plage de l'Estagnol, tout près de Hyères et de la Londe, où, avec le cajot de pêche, on s'installait pour mener une journée entière une autre vie. Les grands-parents étaient là, à l'ombre. On disait aux enfants, allez, nous, on partait à l'aventure. Parfois, on prenait un pédalo quand on était un peu plus âgé ou adolescent parce que ça permettait d'embarquer la petite copine repérée sur la plage et de s'éloigner un peu du bord et donc d'être un peu plus discret. Ça jouait à la pétanque, ça mangeait. On avait l'interdiction d'aller se baigner juste après le déjeuner parce qu'il y avait cette mythologie de la digestion. Donc, on jouait aux cartes. Et finalement, c'était une société. Les gens étaient réunis, tous ensemble, un peu à la mode du Sud. Quand aujourd'hui, vous sortez le soir en Espagne, c'est pour ça que les décorateurs ont du mal à percer dans ce pays, parce que les gens sortent, ne reçoivent pas beaucoup. Mais tout le monde sort. Ou quand vous vous prenez dans une rue grecque, il y a l'ancien, il y a les petits-enfants, il y a les enfants, tout le monde est là, tout le monde est mélangé. Et je pense que, et puis c'est des souvenirs brûlants, parce que c'est forcément les vacances de jeunesse, les vacances d'enfance. C'est aussi le cadre de l'adolescence, des premières découvertes, des premiers interdits, des premières booms. Je raconte beaucoup l'importance de la musique, le camping sauvage au Guy du Nec que j'évoque, par l'intermédiaire de Luigi qui s'en souvient, donc le cousin du narrateur. Je pense qu'il y avait cette espèce d'insouciance dans ces étés-là, et qui, en observant les étés récents, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses, hein, avec la pandémie et les années difficiles qu'on vit tous, face à tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a un rapport aux vacances qui est un peu différent. Quand je dis que ça s'est un peu professionnalisé, c'est que c'est moins sauvage et insouciant qu'avant. Donc, j'avais envie d'ouvrir aussi la boîte à souvenirs. Donc, de vider les greniers et de remonter des caves, des documents et des souvenirs. Et chacun, d'ailleurs, joue le jeu. Les trois personnages font de même. Est-ce que vous pensez que l'été, souvent les gens disent ouais mais ça compte pas parce que je l'ai dit ça cet été, ça ne compte pas. Est-ce que vous pensez que l'été, on se met entre parenthèses, que notre esprit a le droit de divaguer, que tous les excès sont permis? Qu'est-ce qu'il y a ce mythe autour de l'été? C'est ah c'était cet été, bon non ça compte pas. Pourquoi on dit ça? Je pense que beaucoup d'ingrédients sont réunis. Il fait chaud, donc ça joue sur les sentiments, le regard, ce qu'on ressent physiquement. Alors, chaud ou pas, hein, parce qu'il y a aussi une guerre entre ceux qui vont en altitude. Vous savez, Giono disait ceux qui partent à la montagne, et j'en fais partie, parce qu'ils détestaient les bords de mer et les baraques à frites. Donc, ils ne voulaient pas croiser ce genre de touristes, ou d'estivants ou de vacanciers. Et il disait en altitude, plus on monte et moins on rencontre de crétins. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle. Mais oui, l'été, c'est à part parce que il y a l'espérance de cette forme de liberté. Il n'y a plus d'horaire. On est a priori dans un endroit où on se dénude. C'est quand même très particulier. C'est-à-dire qu'on est tous quasiment nus. Et tous égaux finalement. Et donc, c'est une revanche c'est la démocratie sociale qui s'exprime, puisque finalement, le smicard comme le conducteur de yacht vont se croiser sur une plage et en général,
malheureusement pour le conducteur de yacht, pardon pour l'expression, mais le speaker est parfois mieux gaulé. Donc, ce qui pose aussi des questions, ce qui pose aussi des interactions entre les gens, parce qu'on est, on est tous dans le même appareil, pas dans le plus simple, mais pas loin. Donc, ça crée des interactions inattendues. Et la météo peut être un sortilège. Les gens sont de plus en plus très météo-sensibles parce que comme il ne faut pas rater ses vacances, on observe ça avec beaucoup de religions. Et donc, il se passe inévitablement des choses qui ne se passent pas forcément dans les autres saisons. Ouais. Et comme je n'ai pas le talent de Vivaldi, je n'ai pas traité l'automne, l'hiver et le printemps, et je me suis concentré sur l'été. Oui, mais vous parlez un peu du septembre, qui est mal jugé. Oui, Ça aussi, je trouvais ça très intelligent. qui est mal jugé parce qu'il est hors long. saison. Et ouais. Donc, j'ai intitulé un chapitre le hors-saisonnier, ce loser magnifique, parce que finalement, tout le monde est rentré. Donc, qu'est-ce que fait encore quelqu'un en vacances à ce moment-là, alors qu'il profite sereinement? Et d'ailleurs, je recommande tout le monde, ceux qui veulent visiter le sud-ouest, de venir en septembre, parce que le temps y est parfaitement stable, l'eau est encore très chaude et les gens sont partis. Donc, on a le décor, l'horizon pour nous. Mais il y a des habitudes et finalement les Parisiens, notamment plutôt les Parisiens ou les habitants des grandes villes sont rentrés pour profiter de ce qu'on appelle la rentrée. Voilà. Il y a la rentrée littéraire, il y a la rentrée des classes, c'est la rentrée avec toute l'excitation du bronzage qui dure encore 2-3 semaines et cette espèce encore avant la méforme des premiers jours d'octobre où là tout d'un coup on se dit tiens on se dirige vers l'heure d'hiver, il y a encore un surcroît, il y a encore un sursaut, mais tout se joue en juillet-août selon moi. Vous avez écrit une saison, se doit d'avoir un personnage, une héroïne. Quel est le votre personnage? Parce que ce n'est pas forcément féminin. Quel est votre héros, vous, de l'été? Dans la littérature en général? Ou peu importe, puisque vous spécifiez pas. Vous dites qu'il se doit d'avoir un personnage, une héroïne, une icône. Donc, ça serait qui? Alors, moi, j'avais adoré un roman de Peter Handke. Je crois que c'est Courte lettre pour un long adieu, qui raconte l'histoire d'un couple. Et j'avais adoré ce que disait Peter Handke dans une des pages. Il disait « Nous vivions certes encore ensemble, mais si lamentablement qu'au bord de la mer, nous nous enduisions le dos chacun de notre côté. » Et moi, j'aime les héroïnes anonymes de l'été. C'est-à-dire ces gens qu'on n'aperçoit pas tout de suite, qui flamboient un peu moins, qui sont moins pisbuinés. C'est les gens qu'on n'attend pas. Il y a un chapitre qui s'appelle d'ailleurs l'inconnu de l'été, c'est-à-dire que ces gens, ces personnes, ces amitiés, pas forcément l'amour, mais qu'on croise et on était vraiment très très loin d'imaginer ça. Après, j'irai piocher aussi dans les romans de Moravia, qui d'après moi a très bien décrit, ou ceux de Marguerite Yourcenar que j'aime beaucoup, et qui écrivait d'ailleurs souvent l'été et souvent à Capri. Écrire à Capri les Archives du Nord, il faut quand même y aller. Il faut avoir un effet de transposition assez fort. Et oui, l'héroïne de l'été, c'est pas le top modèle, c'est pas la belle héroïne, c'est pas Brigitte Bardot, ce sont des gens plus communs mais plus saisissants. On parle d'héroïne et d'icône et il y a Frédéric de Guelt qui vient d'arriver, donc ce serait bien qu'elle nous rejoigne. Elle arrive toujours au bon moment hein, quand on parle d'héroïne, d'icône. Elle a un sens du timing. Frédéric, j'ai pris ta place, j'ai commencé la rencontre sans toi. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. C'est comme dans les livres, il y a des événements de la vie qui vous... s'il y a bien un début que je ne pensais pas rater, c'est celui de notre ami. J'ai juste voulu faire un petit peu de suspense au cas où il aurait envie d'écrire un polar. Mais il y a des événements de la vie qui vous balancent sur une autre planète et voilà. Alors, je voulais ça, quand c'est même... le défaut du printemps, tu vois. Oui, alors non, j'aurais bien aimé que ça soit le défaut du printemps parce que ça voudrait dire que je serais tombée sur, comment il dit, Bambi, c'est le printemps. Enfin bon, je serais tombée sur un bel Éphèbe sous l'effet du printemps, mais pas du tout. Je ne suis pas non plus allée relire le bouquin au dernier moment. Alors, pas 2 fois. C'est dommage. Je pense que je le relirai 2 fois et j'engage ceux qui ne l'ont pas encore lu à le lire une 2e fois avant de le lire une première. Je vous laisse tous les deux. Je vais vous laisser tous les deux, Frédéric. J'ai bien amorcé. Il a bien discuté. Je vais vous laisser tous les deux, puis je reviens pour les questions tout à l'heure. D'accord ? Pour les questions. Tout à l'heure. Alors,
c'est très difficile d'interroger Christian parce que on se connaît quand même pas trop mal. Il m'appelle la marraine d'écriture d'ailleurs. Oui. Euh, je vais vous raconter juste une petite anecdote avant de lui poser une question, parce que j'aimerais bien savoir comment il a quitté cette histoire. Christian, donc pour ceux qui nous suivent et qui le connaissent déjà, faisait beaucoup de chroniques. Et je lui disais, c'est merveilleux, c'est formidable, mais tu es comme un homme qui coucherait toutes les nuits avec une femme différente. Et faire un long roman de 350 pages, c'est coucher toutes les nuits avec la même femme. Alors, je voudrais savoir comment tu es passé de la chronique aux 350 pages. Ben, je couche avec la même femme. C'est ça. Ah oui, d'accord. C'était donc une transposition de ta vie personnelle, ce que je ne savais pas. Non, non, mais je rends hommage d'ailleurs à ma femme à l'ouverture du livre, avec cet exergue que j'aimais beaucoup. J'ai longtemps réfléchi à savoir ce que j'allais lui dire. Et j'ai dit à ma femme qui a accepté l'idée farfelue d'accepter de vieillir avec moi ensemble. Voilà. Et, Ce qui non, suppose qu'il y a des gens qui vivent avec l'autre, mais pas ensemble. je pense que ça peut arriver. Je citais justement une phrase de Peter Handke que j'aimais beaucoup à Nathalie juste avant que tu arrives, et que je vais te redire. C'est dans un de ses romans que j'avais adoré, qui est l'histoire d'un couple qui est en train de se déliter, qui traverse les États-Unis sans aucun espoir de pouvoir revenir. Lui, il va comme il peut dans les chambres de motels et d'hôtels, mais bon, il voit bien que… Et il a cette phrase absolument géniale. Et donc, je l'ai mis en exergue d'un des chapitres, d'ailleurs. Il disait « Nous vivions certes encore ensemble, mais si lamentablement qu'au bord de la mer, nous nous enduisions le dos, chacun de notre côté. » Donc voilà. Non, mais tu es un peu responsable de ce qui m'arrive. C'est-à-dire qu'on m'a tellement encouragé avec parfois beaucoup d'insolence que je me suis dit, elle a sans doute raison. Et je me suis collé à cette affaire avec une faim assez dévorante et très envie de faire vivre Et tu l'écoutes, d'autres personnages. ça s'écrit comment? Avec une fin FIM ou avec une fin FIN? Les deux, je crois. Ouais. Peut-être, tu pourrais nous dire quand le titre est arrivé. Est-ce qu'il était là dès le début ou est-ce Dès que le c'est début. dès le début? Ce que je disais à Nathalie, c'est que je pense que c'est une déformation un peu de journaliste. Puis on a travaillé, on peut le dire, c'est pas un secret, on a travaillé ensemble chez Éléphant et compagnie à l'époque. Nous avions pour produire une émission sur le cerveau. Oui. Tu t'en souviens? Oui. Je ne dis pas que c'est l'intelligence qui nous a réunis, d'abord l'amitié, mais en tout cas, c'est l'étude du cerveau humain qui nous a mis côte à côte. Et oui, j'ai toujours le titre d'abord. Quand je dirigeais VSD, je disais souvent à mes journalistes, si vous ne me donnez pas un titre, c'est que vous allez partir dans tous les sens. Et je disais, le titre vous oblige Est-ce que tu as changé d'avis? Parce que quelquefois, dans un livre, on n'a pas forcément le titre tout de suite. Ce n'est pas pour ça qu'on part forcément dans tous les Non, sens. non, mais je n'ai pas changé d'avis et je me suis accroché à l'été et je me suis aussi accroché à l'été français, qui, d'après moi, était singulier. Alors, il y a un été italien, il y a des étés anglais, il y a des étés américains. On était italien d'ailleurs dont tu parles un peu, Oui, grâce à ce personnage oui, qui parce est que finalement, on n'est présent. pas loin, on est proche, et puis on retrouve, en tout cas dans les étés que moi j'ai connus, des choses voilà, où la famille est là partout, ensemble, au même endroit, où il y a un sens du partage et de la sauvagerie au même moment. Et avant, on ne partait pas à la plage pour aller bronzer, on partait à la plage pour vivre une pleine journée tous ensemble et partir Oui. à l'aventure. On partait à l'aventure. Voilà. Avec ce que je disais à Nathalie, le cajot de pêche, on s'installait, c'était une ville, ça devenait une ville, la plage. C'était un lieu, on Est-ce que tu as reconstruisait quelque découvert, chose. est-ce que tu as découvert des choses sur l'été en le tordant? Parce que l'été, dans ton livre, c'est un personnage d'abord qui prend une importance folle au fur et à mesure que le livre avance. Ça devient comme un vrai personnage. Est-ce que tu avais déjà cette idée-là au départ, ou est-ce que tu as découvert des choses sur l'été en l'écrivant? Alors, j'espérais passer du sujet au personnage, à ce que l'été devienne si dévorant qu'il allait enfermer le lecteur dans l'été, vraiment. On était à l'intérieur de lui, ça je le voulais absolument. Et je voulais qu'on puisse, avec ces trois personnages aussi, à raconter différents points de vue et que l'été devienne choral. Et s'apercevoir qu'on ne voit pas tous la même chose, parce qu'on n'a pas forcément le temps.
il y a une phrase d'Annie Ernaux que j'aime bien sur l'été qui dit parce que l'été finissait par se ressembler et qu'il n'était de plus en plus lourd de n'avoir souci que de soi. Je pense que l'été est devenu plus égocentré, mais il suit l'image de la société. Il n'y a aucune raison que l'été échappe, même si c'est une saison particulière. Je disais, on ne dit pas les vacances, on dit les grandes vacances. On pose déjà l'été sur un piédestal. Donc, on y va avec de l'anxiété, on y va avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Et j'imagine que tu savais, que tu sais pourquoi on avait justement des grandes vacances, ces 2 mois d'été, pourquoi ils existaient à la base. On n'en a plus besoin vraiment, on pourrait même l'utiliser. Mais c'est vrai qu'autrefois, les enfants n'allaient pas à l'école pendant les 2 mois pour aider les parents au champ, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Même si nous n'avons jamais fait ça dans notre génération. Non. Non, je n'avais pas de grands-parents qui avaient des champs. J'avais des grands-parents qui vivaient au bord de la mer. Donc, c'est pour ça que bon, là, j'ai trouvé un refuge atlantique pour le narrateur, pas très loin de là où tu es. Hein, parce que nous sommes séparés que de moins d'une centaine de kilomètres. Et donc, un refuge atlantique, iodé, qui était d'ailleurs le contraire des étés que je passais, moi, quand j'étais plus jeune, puisqu'on était dans le sud-est et dans le Var notamment. Mais je voulais à la fois… Il y a une grosse différence entre les étés atlantiques et les étés méditerranéens. En fait, moi, j'en ai fait une parce que j'ai découvert plus tard, mais j'aime la mer qui bouge. Donc là, j'étais servi. Et j'avais très envie, et puis il y avait plein de choses que j'aimais bien, que j'ai découvert dans l'Atlantique à l'âge adulte, parce que je viens en vacances. Ce refuge que j'ai confié au narrateur est un refuge dans lequel j'ai passé beaucoup de vacances, dont j'ai beaucoup observé depuis ce même promontoire qui donnait sur la plage dans le village des Jacquets, près du Cap Ferret, donc au bord de l'eau. Et je trouve qu'il y a une sincérité qui est plus forte et un maquillage qui est plus important dans le sud-est. Voilà. Alors, je vais peut-être en blesser certains. Et d'ailleurs, je le vois quand tu les dirais quoi, habitués que de la les étés sont plus Méditerranée… bling-bling dans le sud-est? Oui, oui, absolument. Je vais blesser ceux qui continuent à courir et qui aiment la mer un peu plus chaude, puisque c'est la réflexion générale que j'entends des gens qui, habitués aux vacances du sud-est, lorsqu'ils mettent les pieds… J'ai toujours 2 remarques. Il y a quand est-ce que revient la mer? Donc, je les rassure en disant que les marées ne durent que 6 heures et que c'est 4 fois par jour. Donc, ça permet de vaquer à d'autres occupations, notamment de lire et d'écrire. Et, pour ceux qui lisent et écrivent. Oui, exactement. Et l'autre chose, c'est quand la mer revient et qu'elle s'étend sur le sable brûlant, et bien finalement, on retrouve une température tout à fait bienveillante. Mais quand tu dis j'ai traqué l'été… Oui, pardon. Pardon, oui, je te coupe parce que justement, cette histoire de lire et écrire qui est quand même très, très forte dans le livre, on a l'impression que le narrateur passe sa vie justement à lire et à écrire, ce qui est un peu ta vie d'ailleurs. Comment tu as été quelqu'un qui était journaliste, donc qui était actif dans des journaux avec d'autres gens, etc. Est-ce que tu dirais que tu as une autre vie aujourd'hui? Oui, je crois que j'avais besoin d'horizon et de paysage. Okay. Et que j'avais fait le tour un peu du monde urbain. Et que j'étais finalement rentré dans un phénomène de répétition qui n'était pas désagréable, hein, parce qu'on occupait des métiers qu'on avait choisis. Donc, on a eu et de la chance et de l'envie. Mais à un moment donné, moi, je l'ai vu, c'est vraiment personnel, mais mes étés se sont allongés, en fait. Des 3 semaines devenaient 4 semaines, des 4 semaines devenaient 5 semaines. Et puis, exerçant dans des professions où le télétravail était largement autorisé bien avant la pandémie, les écrivains, d'ailleurs, ont été les mieux ressourcés au moment du confinement. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués par nature à se confiner. Mais d'ailleurs, beaucoup n'ont pas écrit pendant le confinement. Oui. Et moi, j'en ai profité pour en écrire un. Je disais à tous mes amis, surtout, essayez d'avoir tout le monde rêvait d'avoir 3 mois à soi. Oui. Et le jour où c'est tombé, les gens n'ont pas su forcément quoi en faire.
moi, c'est ce qui m'a le plus surpris. Il y avait deux catégories, ceux qui ont dévoré la vie, qui ont découvert la campagne, les paysages, une autre vie que le mode de vie urbain, en se disant, finalement, je peux conjuguer à la fois mes obligations Et la nature. et la nature. Mhm. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et donc, j'ai choisi cette région, le sud-ouest, pour cette raison-là aussi. C'est j'avais envie de voir loin. Mon New York est en face, même si on ne l'aperçoit pas. On le sait. On le sait. Et il y a un peu l'ultime terre avant la mer. Et ça fait maintenant 2 ans que j'y suis installé, avec des retours parfois, voilà, évidemment à Paris occasionnels. Mais quand je rentre de Paris, je m'aperçois que je prends un Doliprane. Et donc, j'ai besoin de ces promenades. Je suis quelqu'un qui me promène beaucoup, qui marche beaucoup. C'est Henri Miller qui disait, quand il était réfugié à Bixur, sur les hauteurs, et qu'il avait enfin trouvé son refuge définitif, après ces années parisiennes, ses errances en Grèce, et toute cette œuvre construite, c'est un auteur que j'adore, il disait, j'écris le matin et ensuite je pars me promener, mais parfois je rentre vite pour ne pas oublier les mots qui me sont venus au cours des promenades. Mais une fois qu'on a touché à ça, je pense que c'est compliqué et c'est une source d'inspiration inestimable. Donc peut-être qu'il fallait que je me décadre aussi dans le rapport à l'écriture pour pouvoir écrire celui-là. Donc une journée, c'est quoi? Tu pars te promener le matin, tu écris le matin? J'écris, alors je suis très matinal, donc j'écris le matin toujours. J'ai quelques blogs sur les réseaux sociaux que j'entretiens et que je nourris. Et en général, je vais marcher, oui, je vais faire des photos, qui est une autre de mes activités, une vraie passion personnelle. Et j'écris le matin et puis j'écris aussi le soir. Voilà. Je laisse le creux. Ça représente quoi par jour? 2 heures? Oui, ça peut être 2 heures, mais là, pour l'été français, en l'occurrence, à la fin, c'était des journées de 12 heures, 14 heures de suite. Oui. Une espèce de là, c'est la correction dont tu parles. Correction. Je ne vais pas prendre une image fromagère, mais on est dans l'affinage, quoi. Non, mais on peut dire, comment disait Hubert Nissen, le travail de l'orfèvre, le travail de la dentelière. C'est ça. Il intervient après le travail du bûcheron, où là, on a enlevé tout ce qui fâche. Cocteau disait coupez, 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 faites maigre, faites maigre. Oui. Il disait ça à Radiguet, qui était en train d'écrire Le Diable au corps, d'ailleurs pas très loin d'ici. Ils passaient tous les étés 20, 21, 22, 23 ensemble, et il disait à Radiguet, fais maigre, fais maigre. Et je trouvais ça très intéressant. J'ai une éditrice qui est dans le même genre, elle dit, essaye d'écrire à l'os. C'est ça. Oui, c'est du Cocteau d'ailleurs. C'était l'expression exacte. Ouais. Est-ce que... parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui disent, moi, pendant que j'écris, je ne lis pas parce que j'ai peur d'être influencé. Bon, on a un peu des doutes là-dessus parce que sinon, ça veut dire qu'ils sont lobotomisés du cerveau et qu'ils ont oublié tout ce qu'ils avaient lu avant. Toi, tu continues à lire pendant que tu écris. J'ai même envie de dire, pour un été français, alors j'ai beaucoup lu et approché sur la thématique de l'été. J'avais fait une liste absolument démentielle. J'ai fait beaucoup de recherches pour juste aller chercher les 15 phrases de Proust pour voir comment était traité l'été dans la littérature de manière générale. Je me suis aperçu d'ailleurs que l'été inondait la littérature, qu'il était omniprésent, et même si le sujet n'était pas central dans une œuvre, mais l'été n'est jamais loin, et pas simplement pour des livres qui sortent avant l'été. Et d'ailleurs, c'était très marrant parce que c'est un peu un fait remarquable d'ailleurs, mais je me suis aperçu que la philosophie, au contraire, ne parlait guère, parle très très peu de la mer, ni des bords de mer. Il y a comme une espèce de refoulement en philosophie sur ce sujet, comme si elle avait fait l'impasse sur l'été, ou qu'il n'y ait pas finalement sujet à métaphysique de l'été ou de ce qui s'y passe. Peut-être parce que la philosophie s'exerce en terre ferme et que les philosophes prennent peu le bateau. Mais en revanche, la littérature, et j'ai énormément lu pendant... oui, au contraire, je trouve que ça permet de se... d'après moi, 2 vertus. Oui, ça a 2 vertus. Un, c'est
peut lire des choses merveilleuses qu'on se dit qu'on aimerait bien pouvoir atteindre. Et, Comme ben, j'ai lu des choses totalement différentes, mais j'ai lu de la poésie, j'ai relu beaucoup Bobin, j'ai relu beaucoup Giono, qui, qui c'est qui contrairement à... écrit le mieux l'été pour toi, dans ce que tu as lu? Alors, j'ai été assez sidéré par Pierre Adrian, l'auteur Mm. des âmes simples, Ouais. parce que c'est un auteur assez jeune, qui a un peu plus d'une trentaine d'années, et qui a déjà une maturité très, très forte, et qui a un sens de la proximité qui est dans le terroir et qui est dans le décor, voilà, qui est dans le paysage. C'est-à-dire que on sent les odeurs. Il a cette capacité à esquisser les mots, à les frapper de son sceau. Et j'ai trouvé très surprenant. J'ai lu Océan en mer d'Alessandro Barrico, l'auteur de Soi, ce livre m'avait assez bouleversé. D'un coup, je vais la mer autrement. Ça ne m'a pas fait sortir de mes virages où je n'ai pas été dans le ravin à cause d'eux. Au contraire, ils m'ont porté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chaque chapitre porte une exergue. Et la littérature est très présente tout au long du roman, accompagne le livre et l'histoire. Parce que de toute façon, voilà, je suis perdu pour la cause et il m'accompagne depuis si longtemps que... Alors, tous tes personnages, d'ailleurs, ont ça en commun, ils aiment tous la littérature, ils aiment tous lire. Oui, Et ils écrivent tous, d'ailleurs. ils écrivent plus ou moins, oui, absolument, ou rêvent de le faire. Ils Oui, écrivent, en tout cas. oui, ils écrivent. Mm. Oui, oui, c'était un journaliste, l'autre est libraire, et l'autre est un peu perdu, parce qu'il a une enfance très compliquée et la perte des parents très précoce. Donc, il s'est retrouvé livré à lui-même, en plus sans avoir de souvenir précis de l'été, il n'en a finalement ni aucun souvenir, et il ne l'a vraiment jamais vécu ni fréquenté. Donc, lui, il part de zéro. Je voulais un personnage comme ça qui n'avait donc pas Il y avait un traumatisme d'enfance? un traumatisme d'enfance et pas d'a priori sur l'été, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est qu'une plage, il ne sait pas comment on s'y comporte, il n'en connaît pas les codes. Et il a malgré tout un appétit de vivre et une obsession, c'est que lui, il veut rencontrer l'amour, parce qu'il pense que, et peut-être que l'été est l'occasion pour lui de satisfaire à ce désir. Et Louise, qui est libraire à Paris, elle, finalement, ne partant jamais en pleine saison parce que c'est Louise, et parce qu'il est hors de question de partir avec les autres ou de se mélanger à tout ce peuple en vacances, finalement prend la décision contraire cette fois, confie la librairie à une de ses amies et part, un peu comme Lee Miller à l'époque, quand elle rencontre Man Ray, poursuit Man Ray jusqu'à la gare Montparnasse, monte dans le train, Man Ray la regarde en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Il lui dit « Écoutez, je vous accompagne, j'ai envie de vous suivre. » Lui, elle est à Biarritz, et comme elle le raconte, ne n'a pas attendu Biarritz pour tomber amoureux. Donc Louise s'élance comme ça dans ses étés. Comme il y a ce mode de correspondance entre le narrateur et ses trois personnages, finalement, ils vont concourir sans le savoir véritablement au début, parce que le narrateur livre tous ses écrits au fur et à mesure. Donc, je voulais qu'il y ait une espèce de coécriture tous ensemble du roman, ce qui offrait aussi une deuxième vitesse et trois autres points de vue que celui du narrateur. Et finalement, ce livre, ils vont le faire ensemble. Ils vont faire œuvre commune. Et ça me plaisait. Est-ce que tu es un des personnages ou est-ce que tu es un peu des trois ou est-ce que tu es le féminin de Louise étant toi? Je pense que j'ai mis beaucoup de moi dans Louise, Mm-hmm. parce que je trouvais le pari intéressant. C'est une femme, je suis un homme. Je ne vais pas ressortir les clichés sur la part de féminité et tout ça me fatigue beaucoup, mais j'ai aimé vraiment beaucoup ce personnage. Elle est piquante, elle a du caractère, elle est attachante, comme on dit, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut à sa tête, elle en souffre, mais en même temps elle y va. Elle connaît tout d'elle, mais sans en savoir vraiment véritablement grand-chose. Elle est lude, mais en même temps elle fait des remarques tout à fait pertinentes. Elle bouscule, elle retient, elle embrasse. Voilà, elle fait cavailler le seul, et tout en étant très attachée au narrateur. Le narrateur, oui, un peu forcément, il s'appelle Christian, il est né le 24 juillet 68 comme moi, donc on partage au moins une date de naissance et un prénom. Et après, je pense qu'il s'est un peu... Même, je Oui, dirais. oui, sans doute un peu plus. Luigi, par affection, j'ai pensé à mes cousins, mes propres cousins, qui sont deux, et j'ai une cousine
Donc, j'ai essayé de réunir un peu ces souvenirs d'enfance qu'on a eus ensemble à travers ces trois, mais dans un seul personnage. J'avais envie de parler d'Italie, parce que j'adore ce pays. J'ai des origines qui y collent. Et puis Gabriel, parce que j'aime ce personnage perdu, qui va dans les librairies s'acheter des livres sur l'amour en restant à Paris. Et puis, ça permettait d'évoquer aussi Paris l'été, quand les autres sont partis, qu'est-ce qui reste? Mhm. Donc, un Ah terrain oui, de oui, jeu. sur l'été, vraiment, tu n'as rien laissé à personne. Hein. J'ai rien laissé à Il personne. nous reste Non, l'hiver et le printemps, c'est cool. voilà. Voilà. Pour écrire sur l'été, il faudra d'abord lire Un été français, hein, je vous le dis. C'est un peu que tu as fait un peu avec l'été, comme Maëlys de Kerangal avec la greffe d'organes, si tu veux. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as envie d'écrire sur la greffe d'organes et que tu lis le livre de Maëlys de Kerangal, tu dis, bon, bah, ça c'est fait, donc je vais écrire sur autre chose. Je suis C'est ce que d'accord. je me suis dit d'ailleurs en sortant, je me suis dit que j'allais pouvoir écrire sur autre chose. Ah, Pas bah, sur une voilà. autre saison. Mais il y a quelque chose en cours là? Oui, Non. j'ai déjà le titre, oui. J'ai Il commencé. récidive, le mec. Il récidive, oui. C'est un auteur. Ah oui, bah, il t'a déjà, oui, oui, bah, t'as déjà le titre, ça tu nous l'as dit déjà. Déjà un début. Ouais. Bon, histoire de femme, histoire d'homme. Un homme et une femme, voisins. Un homme dans un appartement qui n'entend, le titre du roman sera Le bruit d'une femme. Ils habitent au 4e étage, ils sont voisins de palier, mais il n'entend que ses bruits, il ne la croise jamais. Ah, cool. Donc, il va tout faire, et il va essayer de trouver tous les moyens possibles. Pour la rencontrer. Il est écrivain un peu sur la pente descendante. Il a un psy, son éditrice, la vie est très rangée, mais il devient obsédé par ses sons et il tombe amoureux d'un fantôme. Donc, voilà. Pas de fantasme, rien que des projets. Il est tombé amoureux d'un son et, de bruit et de quelqu'un qu'il n'arrive jamais à croiser. C'est ce qu'on appelle une histoire de son. Voilà. Nathalie, je te passe la parole. Et là, démerde-toi avec ça. Et bing. Non, non. Il y a une première question de Claude, qu'on salue, qui est une fidèle des rencontres, qui demande, y a-t-il un aspect anthropologique dans votre livre? Voilà, ce serait... là, ça dépasse ma prétention. Non, peut-être parce que à force de description, à mesure d'essayer d'isoler des prototypes, aussi de dénicher de rapper avec l'été, de dénicher des clichés, oui, il y a peut-être cette volonté quand même d'essayer de comprendre qui sont les gens qui peuplent cette saison et pourquoi se comportent-ils comme ça. Donc, peut-être vers ce biais-là. Après, ça reste quand même un roman, mais je dirais plus sociologique qu'anthropologique peut-être. Maria a une question intéressante. Je pense qu'elle n'a pas lu le livre, mais elle sent bien les choses. Elle demande, c'est quoi au fond le rôle de l'été? Nous amener vers une ère de jeu ou nous amener sur un champ de bataille? C'est-à-dire, d'un côté, nous divertir ou nous amener à la réflexion sur tout ce qui nous a embêtés un peu dans les autres saisons? Alors, c'est une excellente question et je dirais les deux. Sauf que on n'imagine pas le champ de bataille, mais qu'on va le vivre et qu'on part avec une envie légitime de vivre quelque chose d'exceptionnel hors du temps, avec la famille, ses proches, et de découvrir une région, de visiter plein de choses. Et finalement, il va se passer des choses totalement inattendues. Et l'été est si particulier, et peut-être le nôtre spécialement, que non, je pense les deux. Le champ de bataille arrive très vite. Il y a des C'est ce qui questions, en fait d'ailleurs le goût sucré et salé de l'été, finalement. il y a des questions qui se regroupent avec ce que je vous avais posé comme question. Est-ce que l'été, on peut considérer que tout est permis, que c'est l'heure de l'excès, ou il faut quand même rester un pied sur terre et... Alors, je crois que certains aficionados de l'été le croient, et d'ailleurs le font. Il a suffi de voir le premier été après la pandémie, où on a assisté à des scènes. Alors, il y avait en même temps la volonté de sortir. Donc, on sortait de ce que les gens estimaient être une prison au long cours d'un emprisonnement de 3 mois, une peine finalement assez courte au regard d'une vie. Mais on assiste à des choses extravagantes l'été, qu'on n'imagine même pas. Oui, je pense qu'on peut même s'habiller comme jamais on pensait s'habiller. Je pense qu'on peut faire des choses qu'on n'imaginait pas faire, ou de ne pas être capable de faire, ou de ne pas oser.
et qui est un permissif qui est là, jusqu'à même des excès absolument. Est-ce que ça rend fou l'été? Ça peut, je pense, oui, comme le vent, Hmm. comme le Le vent d'automne. Mistral. Qui... Ouais, le Mistral, le vent d'automne, ça rend fou. Bah oui, parce que c'est si on part, si on part sur l'été du mauvais pied, c'est un peu comme le Mistral, c'est 5, 7 ou 9. Donc, et si le vent souffle pendant 9 jours, il vous reste qu'une semaine, sachant que la première semaine, en général, est dédiée à déjà le fait de comprendre qu'on est en vacances, la deuxième, de pouvoir enfin jouir du temps libre, et la troisième, à préparer ses bagages, donc c'est court. Vous évoquez dans votre roman, à la page 317, que le roman devient un objet transitionnel, un doudou, un motif de refus sexuel, une Bible à excuses. C'est le roman de l'été. Alors, on va parler des best-sellers de l'été. Qu'est-ce que vous lisez, vous, l'été? Ce que je lis… Le reste de l'année. Oui, exactement. Alors là, pour le coup, je n'ai pas de saisonnalité du tout. Je suis assez hermétique au pavé de l'été, même si parfois j'en ai découvert par curiosité. J'avais envie d'aller voir ce que tout le monde lisait sur la plage. Ce qui est assez sidérant, moi, ce qui m'a souvent sidéré, c'est qu'on n'a pas un panel très représentatif de la littérature l'été sur la plage. En général, sur 30 personnes présentes, il y a facilement 15 Musso et 7 Marc Lévy. Et je dis ça sans aucune… Oui. C'est pas du tout… De temps J'en en temps, connais il y a un sur deux. de temps en temps, il y a un mec qui lit L'Obvie et l'Obtus. On se dit, tiens, que fait-il là? Mais j'ai rarement vu Kant ou… alors après, si, dans l'attitude… ça peut être un motif de découverte. Il y a quelque chose d'assez intéressant. J'avais lu ça dans un roman, je ne me souviens pas le titre d'ailleurs, pardon. Quelqu'un qui disait qu'il y avait une chose très agréable dans les locations de vacances, dans la maison de l'été qu'on a louée, c'est qu'on pouvait tomber sur des livres laissés par les autres. Et en général, c'est ce que dit Gary, à un moment donné, qui vient passer l'anniversaire du narrateur et qui repart ensuite dans son New York, dit finalement, on retrouve souvent les mêmes. Alors, je pense que il n'y a pas de péché de facilité, il n'y a pas une littérature supérieure à une autre. Mais moi, j'avoue que je lis vraiment tout au long de l'année des choses très, 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 très différentes. Vous disiez que l'instant était le marque-page des vacances. Vous êtes plutôt marque-page, vous faites quoi dans vos livres? Vous les pliez Alors, moi, c'est terrible parce que les livres sont un lieu de notes. Je souligne énormément. Des notes que je reporte dans un cahier très épais. J'en suis à je ne sais pas combien de cahiers d'ailleurs. J'ai besoin de cette écriture, d'écrire les choses. Je te l'avais dit. Il déchire les pages, il les colle au mur. Moi, je ne lis pas sur la plage déjà, vous voyez. Le fait d'avoir du sable à l'intérieur des pages, déjà, ça me crispe, donc je ne peux pas. En même temps, la plage à l'intérieur du sud-ouest, je ne vois pas où tu vas. et j'ai besoin de lire avec un feutre. Voilà, j'ai un feutre bien précis. Je ne peux pas lire sans stylo. Tu veux dire un feutre, un chapeau ou un feutre Non, je le tenterai avec un chapeau et je t'enverrai la photo. Mais, je veux bien. Oui, c'est une promesse que je te fais. Et oui, non, j'ai besoin de m'arrêter sur une phrase, d'essayer de la comprendre, de la relire, de la garder. Et j'ai besoin d'ailleurs de faire vivre le livre dans les endroits où je vis. J'aime les bibliothèques, mais j'aime que le livre soit un objet disponible partout. Je veux qu'on le voie. Parce qu'une fois que le livre est dans une bibliothèque, on l'oublie, on ne le ressort plus, et on le redécouvre parfois 2 ans après, traîné de poussière et enveloppé par le temps. Alors que c'est très… Moi, je veux les voir parce que je veux à tout moment aller revoir quelqu'un avec qui j'ai passé plus qu'un agréable moment. Le vôtre, on le verra parce qu'il est bien jaune, on le voit bien de même sur la tranche, donc on le verra bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un conseil de lecture, un livre qui vous a marqué ou un livre que vous êtes en train de lire? Alors, il y en a un derrière vous. Donc, oui. Alors, il y en a un que je montre. De plus. Celui-là, il me tente bien, j'ai envie de le lire. Il m'a convaincu tout à l'heure, parce qu'on en a parlé. Alors, ça s'appelle Mes vies parallèles de Julien Léchira, d'ailleurs, qui est un libraire, qui a une librairie à Clermont-Ferrand. Donc, c'est aux Dilettantes. Ça s'appelle Mes vies parallèles. Et je pense qu'il n'a pas voulu imiter Proust, mais sa première phrase me donnait envie. Transfuge, d'ailleurs, avait fait un long papier sur lui, la revue Transfuge, que je vous recommande aussi. Et l'incipit, en gros, la première phrase, c'est « D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais désiré autre chose que de ne rien faire. » Et vous en prenez pour 500 pages. Donc, j'ai eu très, très envie d'y aller. C'est long à expliquer, alors. C'est long à expliquer, oui.
Et l'autre que vous avez peut-être croisé dans la grande librairie il y a très peu de temps, d'ailleurs, j'étais très étonné qu'il lui accorde audience, paru aux éditions Segers, ça s'appelle Le Déversoir. Et c'est quelqu'un qui chante par ailleurs aussi. Et en fait, il appelait ça il a écrit 98 poèmes minutes. Alors, L'auteur s'appelle? Il s'appelle Arthur Teboul. Ok. Cette nouvelle collection revisitée par Segers, qui est magnifique. J'ai d'ailleurs acheté récemment les poèmes dispersés de Jacques Kerouac, que je vous recommande aussi, qui sont parfaitement déjantés et extrêmement intéressants. Ils ont recréé un peu ce look and feel sur cette collection chez Segers, qui est un éditeur que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est des poèmes qu'il écrit un peu partout, comme ça, très vite, et sur lesquels il ne revient pas. C'est le chanteur de Feu Chatterton. Exactement. Et j'ai passé un moment délicieux en sa compagnie. Moi, je vous recommande vivement Un été français, donc de Christian Guérou, parce que Merci. c'est un livre qui va rester, parce que comme je disais, c'est pas du tout, il y a un décalage, il y a vraiment une qualité littéraire très intéressante, un rapport à l'écriture, à la littérature, et tout ce que vous nous faites sourire, parce qu'il y a des choses vraiment qui sont drôles aussi, mais il y a de la gravité, vraiment, moi j'ai passé un très bon moment de lecture, et j'aimerais bien que nos amis qui nous écoutent aillent aussi en librairie, donc pour aller dans toutes les librairies de France, il est sorti ce matin. J'ai presque l'acheté les yeux fermés, tellement il brille. C'est ça. Et puis, je précise qu'on peut lire Un été français à l'automne, au printemps et aussi en hiver. Exactement, il n'y a pas de saison. Surtout en hiver. Surtout en hiver. En tout cas, un grand merci, Christian, d'avoir été avec nous. Un grand merci à vous. Merci, Frédéric, d'être venu me seconder. Oui, d'ailleurs, Frédéric, je voulais te dire, j'aime beaucoup ton intérieur. Non, mais c'est vraiment dû, ce cadrage épouvantable et très sobre en fait, est vraiment dû à mon arrivée tardive. Voilà, c'est une aventure que je vous relaterai peut-être dans un livre, mais vous ne saurez rien. Nous, on se retrouvera lundi à 19h. On va changer d'univers. On va se retrouver avec les 6 finalistes du prix Orange de la bande dessinée 2023. Donc, ils seront 6 et ils seront interrogés, c'est inédit, par 3 jurés du prix Orange de la bande dessinée. Ça sera lundi à 19h. Voilà. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée et longue vie à Un été français et vivement le prochain parce qu'il nous a donné envie finalement.